je me rends compte qu'en fait, quand je pense à des projets pro, ça me parle pas en fait, ça me parle plus de vouloir me lancer dans un projet pro pour faire gagner plus d'argent à des gens qui en gagnent déjà. J'ai envie de faire du bien et je me rends compte que grâce au podcast, je comprends que je peux en faire, mais que j'ai envie globalement d'accompagner les gens. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Et si le plus gros challenge de management de notre vie, c'était d'être parent ? Mon invité Cédric Rostin du podcast Papatriarcat fait un lien très intéressant entre son ancien rôle de manager dans de grands groupes et son rôle de papa dans lequel il est très investi. Voilà l'un des aspects de cet entretien qui m'a beaucoup plu. Avec Cédric, j'ai compris que l'on ne pouvait pas résumer les grandes entreprises à une course à la productivité. Il nous parle par exemple de ses longues années chez McDo comme celle d'une grande richesse humaine. Vous comprendrez pourquoi. Cédric a maintenant quitté le monde de l'entreprise pour se consacrer à ce qui, en réalité, l'a toujours passionné, les autres. Désormais praticien de la relation d'aide, il allie les approches de la PNL à celles de l'enfant intérieur pour aider celles et ceux qui l'accompagnent à retrouver leur souveraineté. Avec Cédric, nous allons parler, entre autres, de conscience politique, du Covid qui change tous les plans et tant mieux, et d'ancrage et d'état ressources. Bienvenue Cédric et je suis contente de te recevoir dans La Petite Voix. Salut, merci beaucoup de me recevoir. Avant qu'on se lance, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Cédric Rostin. J'ai 38 ans. Je suis avant tout papa. Ensuite, après mon métier de papa, je suis aussi podcasteur. J'ai le podcast Papatriarcat. À côté de ça, je suis aussi thérapeute, spécialisé sur l'enfant intérieur avec la pratique de la programmation neurolinguistique notamment. Ça fait beaucoup de cartes et en t'écoutant, je me dis, c'est drôle parce que je pense que si je t'avais posé la même question il y a 5 ans, la description aurait été absolument différente. Ah oui, il y a 5 ans, je t'aurais dit... Alors il y a 5 ans, je savais même pas encore que j'allais être papa. Et je t'aurais dit que je suis cadre dans un grand magasin qui vend des produits techniques et culturels qui s'appelle la Fnac. Et que je suis aussi passionné par toutes sortes de jeux, ça n'a pas changé. Et que je suis notamment un joueur de mahjong japonais qu'on appelle aussi le Richi. Alors, on va revenir sur tout cela en détail pendant l'entretien. Moi, la raison pour laquelle, Cédric, j'avais envie de te recevoir, c'est qu'effectivement, tu es connu pour ton podcast Papatriarcat. Et quand j'ai découvert que tu étais aussi thérapeute, moi, j'ai eu envie d'aller creuser un peu cet aspect-là de ton parcours et de ton métier. Donc, c'est de ça principalement dont on va parler aujourd'hui. Dans La Petite Voix, j'aime bien commencer l'entretien par le parcours de mon invité. Et en préparant notre rendez-vous du jour, je suis tombée sur une interview de toi qui commence comme ça. Et c'était hyper violent. Ça commence ainsi. Quand on est un homme blanc né dans une famille sexiste et raciste, on part de loin. Est-ce que c'est vraiment un bon résumé de ton enfance ? Alors, de mon enfance, non. Du contexte socio-culturel dans lequel je suis d'où je viens, oui, complètement. Okay. Moi, je suis issu d'une famille
comment dire, où il y a beaucoup de choses qui sont ce qu'on appelle du racisme ordinaire et du sexisme ordinaire. Voilà, ça veut pas dire... Alors attention, je vais poser quand même les mots. Ça ne veut pas dire que mes parents sont de bonnes ou de mauvaises personnes ou quoi ou qu'est-ce, ça n'a rien à voir. On aura l'occasion peut-être de revenir dessus par ailleurs. Mais ça veut dire qu'il faut avoir l'honnêteté de regarder d'où on vient. Ça a pourtant jamais empêché mes propres parents de porter des valeurs très à gauche, d'intégration, de pluralité culturelle, de diversité. Ça les a jamais empêchés de porter ces valeurs politiques-là, que ce soit dans leur vote ou dans leur militantisme. Et c'est ça qui m'interpelle et qui m'a interpellé pendant quelques temps en me disant « Tiens, mais c'est marrant, comment est-ce qu'on peut voir les soucis à l'extérieur de son foyer et pas regarder ce qui se passe dans le sien ?» À quel moment tu as fait ce constat-là? T'étais jeune quand tu t'es posé ces questions-là? Alors, disons que ça, c'est un petit peu quand la conscience politique s'éveille, quand tu prends un peu conscience du monde autour de toi. Je pense que c'est vers l'adolescence. Et puis en plus, tu veux, t'es aussi dans une période où tu t'opposes comme très très facilement à tout ce qui vient de tes parents. Et c'est vrai que moi, si tu veux, j'avais ce truc-là de me dire tiens, mais c'est dingue parce que moi, moi, si tu veux, j'avais des amis de tous horizons et mes parents ne m'ont jamais empêché d'aller chez eux, de jouer avec eux. Mais en fait, c'est... comment dire, si tu veux, t'es dans cet environnement-là, et puis t'entends, enfin quand même, les Arabes ceci, enfin quand même, les Espagnols cela, enfin quand même, oui d'accord, et puis je me rappelle très bien d'une fois où j'avais dit, enfin bon, nous les Français, gna 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 quoi, et on m'avait dit, mais qu'est-ce que tu dis là, ça n'a rien à voir. Si, ça je me rappelle, c'est des discussions que j'avais en disant, si on commence à catégoriser les gens par leur nationalité, à ce moment-là, les Français, on est comme ci, on est comme ça. Et je me rappelle de confrontations un peu houleuse sur le terme, sur ces sujets-là. J'ai assez vite compris que y avait des choses que je n'avais pas en commun avec mes parents, et donc je me suis assez vite construit avec d'autres figures amicales autour de moi. Je me suis un petit peu émancipé de tout ça, que ce soit financièrement ou idéologiquement parlant. C'est un petit peu se trouver soi à travers les relations qu'on arrive à construire et qu'on apprécie, qui nous font du bien, qui nous nourrissent. Donc, est-ce que tu dirais que déjà assez tôt, dès la post-adolescence, en début d'âge adulte, tu avais déjà cette conscience de vouloir mieux te connaître, tu vois, et de cheminer dans un truc où tu te sentais aligné? En fait, si tu veux, si je devais reprendre, synthétiser, ça dépend des sujets, en fait. Par exemple, si tu veux, j'ai été arbitre de handball. Il faut savoir que mon père a été arbitre de handball. Et pendant quelques temps, en fait, quand j'ai commencé à arbitrer le hand, je me disais, putain, c'est vraiment le cliché du mec qui fait comme son père, quoi. Et ça m'a un petit peu empêché de kiffer, si tu veux, au début. Ça m'a un petit peu empêché de kiffer. Et en fait, quand j'ai accepté que juste j'aimais ça parce que j'aimais ça, c'était cool. Bien entendu que ça me faisait des points d'accroche avec mon père, ça, y a pas de souci. Et c'était chouette aussi, ça, cet aspect-là. Mais oui. Mais en fait, j'aimais vraiment ça. Et ça, c'était vraiment génial. Mais à côté de ça, si tu veux, il y a quand même des choses dans mon parcours de vie. Par exemple, moi, ce que j'ai retenu, et je dis bien ce que j'ai retenu, tu vois, de mes années lycée et tout, c'est que je devais soit aller en L et faire droit, soit aller en S et faire médecin. C'est vrai que quand je me remémore la discussion qu'on avait sur le parcours scolaire, fallait réussir, quoi, tu vois. Fallait réussir, et pour réussir, fallait accéder à certains métiers. Dans la vision de la réussite, en tout cas, c'était ce qui était projeté sur moi, ou du moins ce que moi je ressentais comme projeté sur moi. D'accord. Mais c'est quelque chose dont je me suis détaché assez vite, puisqu'en fait, je suis parti en droit après mon bac L. J'ai fait une première année que j'ai validée. Alors, j'ai adoré la fac. Mais en fait, droit, moi, si tu veux, j'y allais en me disant, alors, je sais pas, pour les plus anciens, pour le coup, moi, je regardais la série Ali McBeal. Et tu vois, je m'imaginais des trucs, je m'imaginais le droit un peu, tu vois, l'américaine et tout. Et en fait, en France, c'est pas du tout ça. Et donc, une fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire. Et en parallèle de ça, si tu veux, dans le handball, j'avais eu la chance moi, j'ai toujours adoré les langues, et j'avais eu la chance de jouer l'interprète pour un challenge international avec des équipes internationales. J'avais accompagné l'équipe du Danemark. Et je m'étais dit, tiens, ça me plaît, quoi. Donc, je suis parti en LEA, anglais, espagnol et italien. Ok. Et donc, je fais ça, et en même temps, je travaille chez McDo. Et en fait, bon, c'est pas que ça me plaît pas, c'est juste que c'est sympa, tu vois, les cours, je valide un DUG. Voilà, c'est sympa, les cours. C'est pas hyper compliqué, j'aime bien apprendre des langues, mais en fait, je me rends compte quel débouché, tu vois. Je regarde un petit peu les débouchés. Mais c'est ça, t'arrivais pas à te projeter dans un métier? Exactement, à l'époque, il y avait un métier qui t'attirait ou pas? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Par contre, j'adorais bosser chez McDo. Ah. Voilà. Et en parallèle, et en parallèle, donc je travaillais dans un McDo qui est à Villeneuve-d'Ornon, où je travaillais, c'est un McDo qui est ouvert en 24/24, faut le savoir, donc je travaillais de nuit aussi. Et donc, je décide d'arrêter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un premier clash avec mon père quand j'ai décidé d'arrêter
le droit pour les langues, mais il pouvait que constater que les langues, c'est quelque chose qui m'attirait, donc c'est vrai que je partais plutôt vers un métier d'interprète ou quelque chose comme ça, en fait, avec le handball. Enfin, il y avait quelque chose qui pouvait se dessiner, mais c'était quand même très une fenêtre très étroite. Okay. Et puis en fait, à un moment, je me suis dit, c'est bon, quoi. Je veux dire, je vais en cours. Pourquoi je vais en cours? Tu vois, je me suis posé ces questions-là. Pourquoi je vais en cours, quoi? À quoi ça me sert d'aller vers un avenir qui est totalement incertain? Et puis ça matchait pas, parce que j'avais pas de projet, en fait, derrière. Ouais. Je pense que ça, c'est important, quand t'as pas de projet, quand t'as pas de raison de te lever le matin spécifique pour ce projet, bah, à un moment, ou tu décides que ta vie ne t'appartient plus, ou tu changes, quoi. Ouais. Et là, en fait, j'ai décidé que j'allais changer. J'ai décidé que moi, j'aimais beaucoup bosser au McDo, que je voulais partir de la maison, que je voulais avoir ma vie, que je voulais plein de choses. Et en plus, en parallèle de ça, McDo, ça se passait très très bien. Ça veut dire que tu avais grimpé un peu dans les échelons. J'imagine que tu avais commencé comme équipier au départ. Exactement, j'ai commencé comme équipier, j'ai nettoyé les toilettes, j'ai vidé les poubelles, j'ai fait des frites. Hein. Comme on me disait souvent ça, tu es chez McDo, tu fais des frites. Mais oui, je fais des frites. Puis ensuite, tu es hôte d'accueil, c'est-à-dire tu t'occupes d'accueillir les clients en fait dans la salle, d'avoir des attentions particulières. Tu t'occupais aussi des anniversaires, le mercredi et le samedi. Ah. Ouais, ça c'était chouette. J'ai découvert ça. J'ai adoré découvrir ça, m'occuper des enfants. C'était vraiment super intéressant. En fait, j'ai adoré ça. Et puis ensuite, je suis devenu formateur. Et donc, à peu près à ce moment-là, dans cette période-là, à peu près, j'ai décidé d'arrêter la fac et de bosser plus. Et donc, j'étais pas à temps complet, mais pas loin. Et surtout, j'avais un accord pour être disponible pour tous mes matchs, tous les week-ends du handball. D'accord. Et en fait, si tu veux, je me retrouve à 20 ans avec un salaire à temps partiel et du handball qui me ramène des sous. Et je devais gagner autour de pas loin de 2000 € net, quoi. Ok. Donc voilà, donc je gagnais plutôt bien ma vie et donc je pars de la maison. Voilà, alors là il y a une gros clash avec mon père. Ça a été, c'est une soirée dont je me rappelle parce qu'il m'a dit non mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et puisque c'est comme ça, tu me rends. C'est lui qui avait acheté ma voiture à l'époque. Il m'avait dit tu me rends la voiture, je veux plus de toi dans la maison, tu veux te débrouiller tout seul, tu te débrouilles tout seul. Et j'ai dit ok. J'ai posé les clés et j'ai fait un sac. Et j'ai appelé un ami pour qu'il vienne me chercher. Je dis ok, très bien, pas de souci. Je comprends. Je comprends que tu sois déçu. Je comprends que je corresponde pas à tes attentes. Ouais. Mais c'est ma vie, c'est moi qui vais faire, quoi. Et là, en fait, il a dit non, mais c'est bon. Oublie, laisse tomber ce que j'ai dit. J'étais en colère. Et voilà. Et donc tout ça s'est passé. Puis ensuite, je suis devenu manager. Et puis j'ai appris des trucs. Et puis j'ai continué le handball. Et puis à un moment, l'arbitrage du handball s'est arrêté. Et je suis devenu formateur d'arbitre de handball. Ouais. À côté de ça, j'avais aussi été coach de handball. J'ai une formation de cadre technique au handball. Enfin voilà, le handball avait occupé, le handball avait occupé vraiment une belle place dans ma vie pendant des années. Et puis ensuite, j'ai évolué chez McDo et c'était chouette. Pendant 11 ans, j'ai fait ça. Ah, quand même. Ouais. Et c'était une expérience humaine géniale, à bien des niveaux. Un des premiers niveaux que j'ai identifié bien des années plus tard, c'était le fait que je travaillais dans un environnement, et je remercie mon patron de l'époque d'avoir toujours eu cette ouverture, et puis globalement l'enseigne, faut pas se mentir, sur le fait d'embaucher des gens, peu importe d'où ils viennent. Moi, quand j'ai commencé à travailler, au-dessus de moi et à côté de moi, j'avais des hommes, des femmes, de toute culture, de toute couleur de peau. J'avais aussi des personnes en situation de handicap. Et en fait, pour moi, en fait, j'ai découvert ça comme étant un environnement de travail normal, quoi. C'était ma norme. Oui. Franchement, il y avait une diversité, une richesse incroyable. Et à ça se rajoutaient les clients, où là, il y a des choses géniales et puis il y a des choses moins géniales. Mais en tout cas, c'était vraiment une très très belle école de sociale et de travail. C'était vraiment de chouettes années, quoi. Vraiment. Ok. Eh ben, tu sais quoi? Merci, parce que je me rends compte en t'écoutant que moi, j'étais avec tous mes préjugés sur le fait que travailler chez McDo, ça doit être horrible, ça sent pas bon, c'est difficile, les conditions de travail, le rythme, etc. Et tu sais quoi? Je me rendais même pas compte que j'avais ces préjugés-là. Et ben, du coup, non seulement tu me permets de me rendre compte, et tu me permets de me rendre compte que tout ça était quand même très faux, en tout cas avec ton témoignage à toi, quoi, de ton point de vue à toi. Après, il y a des choses où il faut pas se mentir, si tu veux. C'est une entreprise qui est basée sur la productivité, très très forte productivité. Et en effet, il y a des contraintes. Après, moi, je sais que il y avait un respect
de la loi dans la planification. Parfois, il y avait des choses que je trouvais moi un peu limites, mais qui étaient toujours dans le cadre de la loi. Donc voilà, le droit du travail il est ce qu'il est. Après, en effet, par contre, faut pas se mentir, tu pues le graillon, tu fais des horaires tout pourris. Moi, ça m'a dézingué mon sommeil pendant des années, bien évidemment. Il y a ça. C'est pas blanc ou noir. Et j'ai compris bien des années plus tard, si tu veux, quand je travaillais à la Fnac, j'ai été confronté à des équipes ça faisait peut-être 15 ans qu'ils bossaient à la Fnac et qui étaient experts de leur métier, Ouais. mais qui n'avaient jamais travaillé avec une personne en situation de handicap, et qui pendant 15 ans avaient travaillé avec une seule personne noire. Tu vois, ils avaient jamais vu d'autres profils. Et donc, ils avaient aussi beaucoup de préjugés. Oui. Pour moi, je m'en suis rendu compte, alors après, des années après, que c'était vraiment une grande, grande richesse quand même. Et quand même, au bout de 11 ans, tu quittes McDo et tu viens de le nommer, tu vas chez Fnac Darty. Et pareil, tu continues dans des missions un peu de management. En fait, finalement, tu es dans l'humain à travers ce prisme-là du management. En effet, je postule et je me retrouve chez Fnac Darty comme, à ce moment-là, responsable adjoint des produits éditoriaux à la Fnac de Bordeaux. Et comme tu le soulignes, voilà, moi, mon dada, c'est pour ça que j'ai bien compris, en fait, que, ok, j'avais une partie gestion d'entreprise que j'apprécie, j'aime bien optimiser, j'aime bien analyser, j'aime bien tout ça. Mais moi, mon dada, c'était l'humain, quoi. Voilà, moi, je me suis jamais autant éclaté qu'en faisant les plannings chez McDo, par exemple. Voilà, les plannings, c'est quelque chose qui m'a passionné. Ouais. Et ensuite, donc, je suis passé chez Fnac Darty où j'ai découvert autre chose, parce que là, tu découvres aussi un travail avec des gens qui sont plus vieux que toi, déjà, premièrement. Ouais. Pour beaucoup, en tout cas, me concernant. Et tu découvres des univers, tu découvres aussi ce que c'est les syndicats, comment naviguer avec. Voilà, c'est super intéressant. Et moi, j'ai toujours eu comme leitmotiv que le sujet, c'est l'humain. Et que tout ce qu'on parle de chiffres, de résultats ou quoi, tout ça, ça ne sont que des indicateurs pour savoir si l'humain va bien. Et quand j'ai changé de Fnac après, ça, c'est un projet que j'ai pu développer complètement. Et donc, quand je suis arrivé chez Fnac, il s'est passé ça. Et en même temps, donc là, on est arrivé en 2016, on nous propose chez Fnac Darty de passer dans un programme pour valider un master à l'issue de 2 années. Et chose que j'ai pu valider en 2018. Donc ça, j'étais très fier parce que tu sais, c'était un petit peu ce qui me manquait. Tu vois, parce que comme mes études correspondaient pas trop à mes aspirations pro, j'avais toujours ce petit manque de me dire tiens, j'aurais bien aimé avoir un diplôme quand même. Et pour le coup, je l'ai. Puis tu vois, c'est quelque chose qui est donc sur la gestion d'entreprise avec une spécialisation en coaching. Donc j'étais vraiment très content parce que en plus, tu vois, il y avait ces spécialisations qui montrent bien que j'accompagne de l'humain. Oui. Et ça, c'était important pour moi. En juillet 2017, je passe sur la Fnac de Poitiers en service client. Et là, le directeur que je connaissais me fait extrêmement confiance. Je récupère un département qui a une super équipe, mais qui a pas de très bons résultats et surtout une équipe qui est très peu autonome et qui manque de confiance. Mm. Et je lui dis écoute, tu me donnes 18 mois et tu me laisses faire, quoi. Et en fait, ces gens-là, ces personnes-là, je les reçois, on discute et je leur explique que leurs objectifs tels qu'ils sont donnés, on les oublie. De faire tant de cartes de fidélité par an, de ceci, de machin. Ça, c'est pas un objectif, ça. Et donc, on redessine ensemble des objectifs qui leur correspondent, avec les mots qui leur conviennent. Ouais. Bien sûr, en parallèle avec ce que le magasin recherche. Et en fait, je pensais avoir des résultats au bout d'1 mois et demi. Et il se trouve que 6 mois après, ce département est premier de la région ouest, ouais, sur tous ces items, l'ensemble de ces items. Et ça, j'avoue que je m'y attendais pas. La construction, c'était... moi, je veux que quand les clients passent à ma caisse, ils soient contents, qu'ils repartent avec le sourire et qu'ils reviennent, quoi. Et ça, là-dessus, t'as forcément des indicateurs. T'as des outils de satisfaction client, donc ok, très bien, on va se dire ça, on verra quelle note on a là-dessus, mais ça, c'est un indicateur. C'est pas l'objectif. Et en fait, ça change tout. Parce que pour le coup, derrière, ensuite, tu travailles sur les comportements, et donc pas sur la personnalité. Oui. Voilà, tu vois, je me rappelle très bien d'une jeune fille que j'avais en ligne de caisse qui me disait non mais moi de toute façon j'aime bien la caisse mais je suis timide. Tu vois, j'avais appris chez McDo des années avant que règle numéro 1 quand on manage, on parle toujours de comportement et pas de personnalité. Toujours. Mm. En l'occurrence, on a travaillé sur est-ce que tu regardes le client dans les yeux ? Oui, non. Alors, en l'occurrence, il y avait une raison de pourquoi elle le regardait pas dans les yeux. Une raison qu'on a creusé un petit peu. On est passé au-dessus et maintenant elle a regardé les clients dans les yeux, elle leur sourit quand ils arrivaient. Et en fait, plus personne lui a jamais dit qu'elle était timide, en tout cas en ligne de caisse. C'est ça le sujet. Et là, effectivement, c'est du management qui va bien plus loin que le management. On est complètement dans l'accompagnement humain. Bah non, c'est du management. L'équation du management, c'est gagnant-gagnant. Voilà.
À partir du moment où on fait autre chose, on est dans de la manipulation. Ok. Ensuite, on va arriver à la naissance de ma fille et là... Avant de devenir papa, tu te projetais déjà dans cette vie-là et tu sentais déjà que tu allais prendre très à cœur ton rôle et... Ah oui, grave. Ok, d'accord, ok. Ouais, et ça m'a pris comme ça, hein, j'ai pas de raison particulière. Ok, faut pas chercher. C'est aussi dans la continuité, en fait, Enfin, moi, si tu veux, la parentalité, pour moi, personnellement, c'est la continuité de l'accompagnement de l'humain que j'ai toujours fait, donc voilà. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais terminé ma soutenance de mémoire. Ah ouais? Parce qu'en fait, quand j'ai soutenu mon mémoire, on était à quelques semaines de la naissance de ma fille. Mais j'avais rajouté une petite phrase en disant que tous ces outils, ça me permettait aussi de me préparer au plus gros challenge de management de ma vie, qui était celui d'être père. Et pour moi, c'est tellement lié, quoi. Et donc, toi, tu deviens papa. Donc là, c'est un tournant quand même dans ta vie parce que déjà, tu étais impatient de remplir ce rôle-là de papa. Mais pas très longtemps après la naissance de ta fille, tu vas avoir envie d'un nouveau projet pro. Est-ce que c'est lié d'ailleurs? Ben en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que donc j'habite à Bordeaux, je travaille à Poitiers. Ouais. Voilà, il y a 265 km d'écart. Et je me rends compte que ça me va pas, je me sens pas bien, je me sens juste pas bien. Donc là, on est fin 2018, on en parle avec ma compagne et je lui dis, écoute, je vais trouver une solution, ça va pas continuer comme ça, mais en même temps, faut laisser aussi le temps à l'entreprise et à moi de me retourner, d'assimiler les trucs, et on décide qu'on se laisse l'année 2019. Et donc moi, j'explique à mon entreprise que je veux me rapprocher de ma famille dans le groupe Fnac Darty, et donc je demande un rapprochement, une mutation pour rapprochement familial, qui malheureusement n'a pas été possible. Ensuite, j'ai demandé une rupture conventionnelle sur le même motif, ça n'a malheureusement pas été possible, donc en fait, je ne suis pas retourné travailler le 4 janvier 2020. Parce que j'avais expliqué à mon entreprise comme à ma compagne que quoi qu'il arrive, en janvier 2020, je serai auprès de ma femme et de ma fille. Ouais. Donc voilà, donc je prends cette décision-là, un peu à l'arrache. Okay. parfois, il faut se lancer comme ça. Enfin, dans pas à la l'arrache, vie, mais avec un an de préparation, tu vois, psychologique, voilà, de me dire, ok, il va se passer ça, je vais sûrement retrouver le chômage, re-insécurité financière. Enfin voilà, je me prépare à ça. Et puis, il se trouve que fin 2019, ma compagne me parle, voilà, me donne l'idée de lancer un podcast pour que je parle parentalité, parce que quand elle m'écoute parler à mes amis, mes collègues, à la famille, elle me dit franchement, la façon dont t'en parles, je pense que tu peux faire beaucoup de choses, beaucoup de bien pour plein de gens. Ouais. Et elle écoutait beaucoup de podcasts à ce moment-là, moi je m'y étais mis aussi. Et donc, quand j'arrête de travailler, je me dis, tiens, allez, on va se lancer, quoi. Alors, fin 2019, tu veux, ma compagne, quand elle m'en parle, faut bien comprendre que je suis à la Fnac, que c'est la fin d'année, et je lui dis gentiment que j'ai d'autres chats à fouetter. Oui, évidemment, là, c'est une période, un gros pic d'activité. Oui, ouais. et puis j'ai travaillé de manière très sérieuse et appliquée jusqu'au bout. Ouais. Et donc, en fait, pour le coup, je me lance là-dessus en achetant un micro à 20 balles sur le Bon Coin, à qui manquait un câble, enfin voilà. Et je prends un visuel, et puis voilà, je lance le truc, je crée un compte Instagram, j'étais pas sur Instagram avant, je crée un compte Instagram là, sur le sujet. Et puis je lance le truc, voilà, le 9 mars 2020, et il se trouve que quelques jours après, on est en confinement. Et ça a deux impacts. Quand je pars de la Fnac, j'ai quand même un projet professionnel. J'ai un projet professionnel pour devenir conseiller en TPE-PME. Ouais. Parce que comme on avait aussi un projet d'instruction en famille, il fallait que je sois à mon compte, il fallait que j'aie beaucoup de liberté dans mon emploi du temps. Ouais. Et conseiller TPE-PME, voilà, entre mon parcours, mon master et mon envie d'aider les gens, ça me semblait cohérent. Oui, ça te permettait d'avoir du temps pour toi, ta fille, ta femme. Exactement. Et puis au final, ce projet-là tombe à l'eau parce que confinement, et que la réserve d'argent que j'avais pour payer le projet, elle est partie dans le foyer, puisque la trésorerie de ma compagne a fondu comme neige au soleil. Aïe, ok. Voilà, c'est la vie. Et à ce moment-là, le podcast, il démarre quand même bien, et puis je me mets à recevoir des gens, et puis je me mets à rencontrer des gens incroyables. Et il y a un truc qui me percute. Je me rends compte qu'en fait, quand je pense à des projets pro, ça me parle pas, en fait, ça me parle plus de vouloir me lancer dans un projet pro pour faire gagner plus d'argent à des gens qui en gagnent déjà. Ouais. J'ai envie de faire du bien aux gens, et je me rends compte que grâce au podcast, je comprends que je peux en faire, mais que j'ai envie globalement d'accompagner les gens. Et alors, petit détail que je n'ai pas précisé dans ma vie, entre mes 30 et 31 ans, j'ai suivi une thérapie. Et on a aussi suivi une thérapie de couple avec ma compagne, et c'était super chouette. Et c'est important de le savoir pour la suite. Et pour le coup, je commence à discuter avec des gens qui accompagnent l'humain, qu'ils soient psychologues ou pas psychologues. Ouais. Et je leur dis, voilà, moi j'ai cette envie-là. Et la réponse est unanime. De me dire, tu sais,
est-ce que toi déjà tu es au clair avec qui tu es, ce que tu fais? Est-ce que toi tu as bien une thérapie aussi? Est-ce que tu es au clair avec ça? J'ai dit ouais, complètement, moi ça va. Je suis en effet très au clair. Il se trouve qu'en plus pour le coup j'avais contacté ma psy d'avant pour lui dire, quand j'ai commencé à me renseigner sur l'enfant intérieur, je lui dis est-ce qu'on a fait ce travail-là parce que j'ai quand même l'impression que ça y ressemble beaucoup. Elle me dit bah oui tout à fait. Ok. Ah, bon génial. voilà. Donc déjà c'était bien de le savoir parce que je le savais pas, elle n'avait pas mis les mots dessus. Oui. Et alors qu'elle a suivi une méthodologie, mais c'était super intéressant de découvrir ça. Et je me rends bien compte que je suis pas psychologue et que j'ai pas 5 ans devant moi pour devenir psychologue. Et puis en parlant avec des amis psychologues qui me disent mais tu sais de toute façon c'est pas un sujet qui est vraiment traité en France. Donc voilà, ils ont un regard différent du métier de psychologue. Et je me dis ok. Et moi en fait je m'étais déjà intéressé à la PNL, donc la programmation neurolinguistique, dans le cadre de mon parcours pro. C'est quelque chose qui m'avait déjà beaucoup intéressé. Ouais. Et je me dis tiens pourquoi pas. Et donc je trouve une formation en ligne. À faire en ligne à un institut canadien qui s'appelle l'Institut Merlin. Voilà, que au début je m'étais dit tiens, allez pourquoi pas, j'ai un peu de sous, j'investis dedans. Et en fait je trouve sur une formation de très très bonne qualité et qui se fait surtout sur plusieurs mois, avec des groupes d'échange, avec la possibilité de faire des exercices pratiques en visio entre nous aussi. Enfin voilà, un truc génial, vraiment hyper formateur. J'ai mis un petit peu plus d'un an à me former là-dessus. Et il y avait ce sujet de l'enfant intérieur que je connaissais déjà très très bien et qui me parlait beaucoup. Donc je commence cette formation comme praticien en programmation neurolinguistique. Et donc je découvre tout ça et je trouve ça génial. Je vois bien que les présupposés de la PNL, ça me parle énormément. C'est une approche de la vie qui me convient. En fait, je découvre un outil qui me convient à moi. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important et qu'on oublie de préciser. Je trouve qu'on est praticien de la relation d'aide. On dit thérapeute, mais en fait, c'est praticien de la relation d'aide. C'est que c'est important de choisir un outil qui nous convienne à nous-mêmes. Parce que il n'y a pas d'outil qui convient forcément à tout le monde. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ok, il y a des gens où ma pratique ne correspondra pas, et c'est ok. Mais tant qu'à faire, pour les gens à qui ça va correspondre, autant que moi, je m'éclate le plus possible, quoi. Et donc, je me forme, et c'est super chouette, et en même temps, je cherche une formation spécifique sur l'enfant intérieur. Alors, concrètement, là, pareil, tous les gens me disent, tu sais, Cédric, t'as déjà plein d'outils pour accompagner l'humain, tu connais ton sujet, et des amis psychologues, hein, bien sûr, aussi, me disent, voilà, tu peux y aller... Tu peux y aller, surtout t'as fait ta thérapie, donc t'es ok avec toi-même, et ça c'est le plus important. Bien sûr. Ils me disent, ce qui est aberrant, c'est de voir des gens se lancer alors qu'ils sont pas eux-mêmes au clair avec leur propre trauma et surtout leur propre biais, donc ça c'est compliqué. Donc ils me disent, go quoi. D'accord. Mais j'avais quand même envie d'avoir un truc. Voilà, d'avoir une petite certif, quelque chose, et j'ai très bien fait, puisque donc je m'inscris, alors je cherche un petit peu en France. Je tombe sur un truc, je préfère pas le citer parce que je veux pas non plus tomber dans la mauvaise pub, mais voilà, je tombe sur un truc, je lis un peu le contenu de la formation et je m'aperçois qu'en fait, c'est juste du contenu de bouquin recraché, que ça coûte plutôt cher. En gros, c'est un peu une arnaque. D'accord. Et je dis, ok, je veux pas aller là. Et surtout, ça correspond pas du tout aux lectures que j'ai eues, quoi. Parce que je suis l'enfant intérieur, on pourra le développer après, mais voilà, il y a quand même à boire et à manger sur le sujet. Et donc, je cherche en anglais. Et là, je tombe sur quelque chose qui s'appelle Center of Excellence, où là, les professions de la relation d'aide sont beaucoup plus répandues. Oui. Et donc, il y a d'autres structures qui sont mises en place. Et là, je tombe sur quelque chose qui m'a l'air beaucoup plus sérieux, où en effet, à la fin, il faut rédiger en anglais, des dissertes. Enfin voilà, il y a quelque chose de très sérieux. Et voilà, il y a une belle bibliographie, il y avait 21 livres à lire. Je découvre que j'en ai lu 20 sur les 21 déjà. Et le seul livre que j'avais pas lu, c'était un livre de John Bradshaw, qui est donc un psychologue, psychothérapeute qui a traité du sujet toute sa vie. Okay. Quoi. Et son livre est passionnant et je m'inspire énormément de ses méthodes. Et donc, je fais ma petite certification en ligne et en même temps, je valide praticien PNL et je me dis, bon, bah allez, je me lance. Et donc, je me lance comme praticien de la relation d'aide spécialisé de l'enfant intérieur en utilisant notamment la PNL. Ouais. Et avant de me lancer, je demande à des personnes que je connais si elles veulent bien être mes clients tests. Ouais. Et les gens sont très contents. Et je teste différentes méthodologies. Je m'aperçois qu'en ajoutant quelques petits points qui sont issus du management, ça vient aider beaucoup et surtout accélérer. Je vais te dire quelque chose de très concret, très précis. En deuxième séance, j'utilise toujours un outil qui s'appelle le Process Communication Model. Ouais. Parce que je me suis aperçu que ça permettait d'exploser un certain nombre de visions qu'on a sur soi-même pour mes clients et mes clientes. Ouais. Et que derrière, on gagnait un temps fou. Mais quand je dis un temps fou, c'est que
En moyenne, les clients tests que j'avais eus restaient avec moi 10 à 12 séances. Et une fois que j'ai mis ça en place, on est passé à 6 à 7. Ah ouais, en effet. Un de mes objectifs, c'est que mes clients se passent de moi le plus vite possible. Ok. Aujourd'hui, tu as vraiment tes 2 casquettes, qui sont d'ailleurs complémentaires, j'imagine, mais à la fois, tu as cette casquette de thérapeute, et puis de l'autre côté, tu as ton podcast Papatriarcat. Oui, tout à fait. Et force est de constater aussi que une grande partie des gens qui viennent me voir sont des parents. D'une part parce que ils me connaissent via Papatriarcat, ça c'est une chose, mais d'autre part parce qu'en fait, l'enfant intérieur, il vient nous exploser à la gueule à partir du moment où on devient parent, quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Puis c'est vrai qu'après on peut trouver à boire et à manger à droite à gauche. Je veux dire, j'entends et je lis. Alors que l'enfant intérieur, c'est un guide, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pas un sujet qui est aussi utopique que ça. Et l'enfant intérieur, c'est une partie de nous. Oui. Et en fait, le sujet, c'est pas de dire que notre enfant intérieur va être notre guide ou quoi. Alors, il peut l'être pendant une séance, pendant une visualisation, par exemple, mais pas dans la vie, en fait. Le but du jeu, justement, c'est de faire qu'un. J'aimerais creuser avec toi le sujet de la PNL. Alors ça, c'est quelque chose, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, je ne l'ai jamais vraiment abordé dans la petite voix. On l'a parfois évoqué rapidement, mais là, j'aimerais que tu nous réexpliques de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Globalement, la PNL, en fait, c'est de comprendre et d'accepter qu'on a tous et toutes déjà une vision du monde. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. De bien séparer les comportements de ce qu'on ressent et de notre personnalité. Donc, tu vois à quel point ça se rejoint par rapport à ce que je disais par rapport au management. Ouais. Et ensuite, d'assimiler le fait que nous avons en nous des ancrages, des programmes qui se sont mis en place. Et l'idée, ça va être d'identifier les programmes qui peuvent nous poser problème et soit d'aller déprogrammer pour reprogrammer, soit d'en mettre d'autres en place par-dessus qui pourraient être complémentaires ou accentuer des programmes, par exemple, qui nous sont favorables. C'est pour ça qu'on entend aussi souvent parler de ces programmes-là, comme tu le soulignais, en coaching d'entreprise pure, quoi. En management, c'est des outils qui sont aussi utilisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les programmes, c'est quelque chose d'important. Ce qui devient embêtant, c'est quand ces programmes sont ce qu'on appelle des croyances limitantes et qui sont parfaitement liées au sujet de l'enfant intérieur. Et c'est là où le lien se fait, si tu veux. C'est que, par exemple, une croyance de l'enfant intérieur, de l'enfant blessé, c'est de se dire que je ne pourrai jamais faire vraiment confiance à quelqu'un. Et ça, en fait, c'est une programmation, finalement. Et grâce à un outil de la PNL, alors il y a d'autres outils qui peuvent le permettre, hein, mais grâce à un outil de la PNL, on peut aller chercher ce programme, comprendre, utiliser des outils de la PNL pour venir retravailler cette croyance, et en même temps, utiliser de la méthodologie de l'enfant intérieur pour, notamment de la visualisation, pour lier les deux. Oui, c'est vrai, en PNL, il y a pas mal de visualisations. Est-ce que tu peux donner si tant est qu'il y ait des exemples types, mais un exemple d'exercice qu'on peut faire en PNL? Alors, la PNL, il n'y a pas tant de visualisation que ça. Ah, ok. Ouais, il y a plutôt des exercices. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est en tout cas, comme moi j'ai été formé, ce qu'il faut bien, et c'est aussi quelque chose qui était important pour moi, c'est qu'en PNL, on reste conscient. C'est-à-dire qu'on va utiliser une technique pour passer juste dans un état semi-méditatif. Et pour moi, c'est important pour 2 raisons. La première, c'est d'être sûr qu'on va bien à l'endroit où le client ou la cliente veut aller. Et la deuxième raison, en fait, pour moi, c'est parce que, encore une fois, mon objectif, c'est que mes clients et mes clientes puissent s'approprier les techniques pour se passer de moi. Et c'est ce qui fait aussi que ça raccourcit le nombre de séances considérablement, quoi. Donc voilà, après, si tu veux un exemple typique de PNL, il y a ce qu'on appelle l'ancrage. Oui. C'est créer une ancre, donc on va choisir un geste qui soit pas un geste trop compliqué, ni trop simple pour pas le déclencher n'importe comment. Alors, généralement, on travaille pas mal sur l'état ressources. Par exemple, à un moment où je me sens bien, tu vois, là, il y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai pu mêler les deux, par ailleurs, avec une cliente. On a tenté un truc, on a fait un ancrage pendant une visualisation, et ça a donné un résultat formidable. Et tu vois, j'ai pu mélanger les deux techniques, et ça a donné un résultat vraiment formidable, puisqu'on est arrivé à un état d'apaisement de son enfant intérieur qu'elle peut réinvoquer grâce à son encre. Et ça, c'est fort. Et donc l'encre, après, on peut l'utiliser donc pour des états ressources. On peut l'utiliser aussi pour du focus. C'est un truc que j'ai découvert, une encre de concentration. On va vraiment amener quelqu'un à se concentrer sur un objet, sur une situation, vraiment. On va amener son niveau de concentration au maximum et on va ancrer ça. Et puis on va recommencer. Et tout ce que je dis là, bien sûr, c'est apprendre avec tous les préceptes qui viennent avant, que ce soit tous les présupposés de la PNL, et aussi le fait qu'il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans la PNL, c'est d'identifier l'écologie de la personne, quelles sont ses valeurs, ses croyances,
pour aussi aller dans des endroits qui lui correspondent. Mais pour le coup, quand tu fais le lien entre la programmation qu'on peut avoir dans l'enfance, les croyances limitantes qui vont se développer, le lien d'attachement et l'enfant intérieur, ben t'arrives à une approche qui est, selon moi, efficace. Ok. En t'écoutant, t'as certainement trouvé maintenant une place dans laquelle tu t'épanouis. C'est quoi tes projets ou tes envies pour la suite ? Alors moi, mes projets, mes envies pour la suite, ils sont pluriels. Un, j'ai envie de continuer mon podcast. Deux, j'ai envie de continuer à suivre des gens. Alors, pour information, on évolue tous. Il y a pas longtemps, là, je suis en train de terminer une formation coaching sur le rapport à l'argent, parce que je me suis aperçu que j'avais un rapport à l'argent qui était pas celui que je voulais avoir. Ouais. Donc j'ai envie de continuer à suivre des gens, mais dans on va dire le temps que j'ai de disponible pour ça, sachant que une de mes priorités, c'est l'instruction en famille de ma fille. Et j'ai aussi eu à cœur de mettre en ligne des petits ateliers vidéo, justement pour acquérir des notions simples sur, en l'occurrence, l'écoute active et la gestion de l'énergie. Donc là, tu vois, ces petites vidéos de 35 minutes qui sont pourtant très riches. Et il y a la possibilité, si besoin, de faire un petit coaching sur ce sujet spécifique avec moi pendant 30 minutes juste. Mais peut-être qu'il y aura d'autres vidéos, tu vois, sur les relations toxiques, sur identifier, et surtout sur une question que j'ai découvert en faisant les séances, c'est qu'est-ce que je fais quand je me rends compte que c'est moi la personne toxique ? Et là, j'ai comme projet de proposer des formations pour les accompagnants, les accompagnantes en périnatalité. Alors c'est vraiment un truc qui est à l'état de projet sur l'accompagnement des pères. Avec, tu vois, parce que j'ai vu paraître des choses qui disent, voilà, les pères pensent comme ci, les pères sont comme ça. Ouais. J'ai beaucoup de mal à me dire qu'on puisse se dire dans l'accompagnement de l'humain et poser de tels stéréotypes sur toute une population. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et donc, l'idée, c'est plutôt de proposer quelque chose où on aurait une partie, quand même une petite formation sur l'accompagnement. Et ensuite, vraiment, voilà, la spécificité du sujet paternel. Non pas les pères sont comme ci, les pères sont comme ça, mais à quoi est-ce qu'ils pourraient être exposés et comment est-ce qu'on peut aller chercher les raisons sous-jacentes et les programmations qui sont potentiellement en eux, et surtout comment les laisser sortir, quoi. Comment laisser sortir ce qu'ils ont en eux au lieu de venir leur dire vous êtes comme ci, vous êtes comme ça parce que vous êtes un homme et voilà, quoi. Merci Cédric, c'est hyper intéressant de suivre ton parcours. Et puis je retiens plusieurs choses, mais là ce qui me vient, c'est le lien entre le management et la casquette de thérapeute, qui ne sont pas du tout antinomiques et qui, au contraire, toi tu fais fructifier ce que tu as vécu en entreprise auprès de tes clients maintenant en thérapie. Donc c'est très intéressant. Cédric, j'ai quelques questions traditionnelles avant de clôturer cet entretien. Ma première question, qui fait comme un clin d'œil au titre du podcast, je voulais savoir si tu écoutes souvent ta petite voix. Non seulement je l'écoute, mais en plus, c'est plus une petite voix, c'est ma voix. Du coup, quand tu dis ça, ça veut dire que, si je refais référence à ce que tu nous expliquais il y a quelques minutes, tu es complètement connecté, aligné avec ton enfant intérieur, puisque cette petite voix qui pourrait être celle de ton enfant intérieur est maintenant la tienne. Ouais. Ah, génial. Ok. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement éclairé dans ton cheminement ? Je crois qu'un des livres qui m'a le plus... dont je me rappelle en tout cas beaucoup, c'est un livre d'Éric Maria Remarque qui s'appelle « À l'Ouest, rien de nouveau », où on est dans la peau d'un soldat allemand dans la Première Guerre mondiale. Et j'avais beaucoup aimé ça, j'avais eu en cours de français au collège. Et j'avais beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait, pour la première fois, je me rendais compte, alors qu'on m'avait toujours dit que les Allemands c'était les méchants pendant la guerre, oui, qu'en fait, il y avait des gens comme nous qui étaient de l'autre côté, et que ça valait peut-être le coup, même si on pensait que c'était nos ennemis, d'essayer de se rapprocher, de se comprendre. Et ça a été une grande leçon dans ma vie. Cédric, est-ce que tu as un rituel bien-être quotidien ? Oui, tout à fait. Je bois de l'eau, je prends le temps de respirer, et je fais au moins un câlin à ma fille et à ma compagne. Ok, joli début de journée, super. Et pour terminer, Cédric, est-ce que tu es heureux ? Je sais pas si on peut être heureux. En tout cas, je me sens heureux du fait que je me sens aligné, et que, tu vois, je parlais un petit peu d'ikigai tout à l'heure. Je me sens aligné avec ce que je suis, ce que je fais, ce que je pense, et ce que je fais dans la vie. Et j'ai une bonne raison de me lever tous les matins. Merci beaucoup Cédric pour cet échange. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine dans l'épisode bis. Ouais. Donc d'ici là, bonne continuation à toi. Merci à toi aussi.
La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.